Chapitre 1. Le fantôme dans l'arche sur l'Odyssée. Chaque rêve était calibré, chaque souffle recyclé, jusqu'à ce que le cauchemar de Vance, lui, refuse de se laisser enfermer. Je fixais la console de commandement, les doigts crispés sur le bord froid. Les chiffres du compte à rebours du saut dégoulinaient, verts réguliers. 28 minutes. Dans mon crâne, l'autre compte à rebours tournait en boucle, 17 ans, 3 mois, 14 jours. La durée exacte depuis que j'avais ordonné le tir. Je clignais des yeux, chassant le reflet des flammes sur le hublot intérieur de mes paupières. Le silence de la passerelle était une couche de glace. Rook, penché sur son panneau de contrôle, rompit la surface. Température du noyau promettait stable, intégrité structurelle à 100%. Sa voix était un murmure professionnel usé au bord. Il se frotta les yeux, laissant trace de cambouis sur sa tempe. La cicatrice fine sur son index droit se tendit contre la console luminescente. Je hochai la tête, un geste mécanique. « Bien, préparez le protocole post-émergence. Section agricole en priorité. Déjà fait, commandante. » Il releva les yeux. Son regard, trop franc, effleura le mien. Parfois, cette loyauté me brûlait. Elle était un miroir trop propre, le sang séché sur mes mains. Je détournai les yeux vers l'écran principal, sur le néant bleuté du sous-espace. Le cauchemar revint par la porte dérobée d'essence. Une odeur de câbles fondus et de chair carbonisée. Le hurlement muet des sirènes du Pandora. Mon propre ordre, tranchant comme du verre, feu. Ma main droite se ferma, les ongles creusant la chair de ma paume. La douleur était un point d'ancrage, réel, présent. Je suis Elar Avance. Je commande l'autre 0N Odyssée. La mission est tout. Le compte à rebours indiquait 0. Rien ne se passa. Pendant 3 battements de cœur, l'écran resta bleu. Puis, les lumières de la passerelle vacillèrent. Un grondement profond, organique, traversa la coque. Ce n'était pas le son d'un moteur. C'était l'équivalent acoustique d'un frisson. « Commandante ?» La voix de Rook perdit son calme. Ses doigts brûlaient sur les commandes. Le Prométhée se désengage prématurément. Contrôle manuel, non-réponse. Override, code Vance Alpha 0. Mon ordre claqua, trop fort. Aucun effet, nous émergeons, maintenant. Le vaisseau trembla. La géométrie parfaite du sous-espace se déchira. Sur l'écran, le bleu se dissout, non pas dans le velours constellé de Kepler 82, mais dans une immensité plate et silencieuse. Un gris perle, uniforme, sans profondeur. Aucune étoile, aucune nébuleuse. Rien qu'un vide parfait, absorbant la lumière et le son. Le silence qui suivit fut pire que les alarmes. Il pesait sur les tympans, épais, physiques. Rook se figea, sa silhouette découpée contre la lueur fantomatique de l'écran. Je sentis le sol se solidifier sous mes pieds, la froideur du métal sous mes paumes. Ma discipline, mon contrôle se fissurèrent d'un seul coup. Face à cette absence, mon secret, mon cauchemar, n'était plus qu'un petit feu égoïste. Les alarmes hurlèrent. Sur l'écran principal, au lieu de la constellation attendue, une immensité gris perle et silencieuse les engloutissait. Le premier cri ne vint pas des haut-parleurs, mais de l'esprit du navigateur, suivi d'une vague de souffrance mentale pure qui déferla sur la passerelle. Ce fut comme une vitre qui se brise à l'intérieur du crâne. Le lieutenant Shen, à son poste de navigation, se plia en deux, les mains sur les oreilles, comme si cela pouvait arrêter ce qui n'était pas un son. Un gémissement rauque lui échappa. Puis ce fut le tour de l'officier des communications qui se mit à trembler, les yeux grands ouverts sur un spectacle invisible. La douleur était palpable, une odeur d'ozone et de sueur froide. « Contenez-vous » Ma voix claqua, plus dure que je ne le sentais. Mon cœur cognait contre mes côtes, un tambour de guerre sourd. Rook, statue du bouclier psychique. Il était déjà penché sur son terminal, les doigts volant sur l'interface. Inexistant, commandante. Le modèle Prométhée n'a jamais été conçu pour ça. C'est une intrusion empathique brute. À ma gauche, le docteur Silva ne semblait pas souffrir. Elle observait, fascinée, un écran affichant des ondes cérébrales de l'équipage, devenue folle. « L'intensité est inégale », murmura-t-elle, comme pour elle-même. Elle cible des souvenirs spécifiques, des schémas de détresse personnelle. Un rire sec, hystérique, fusa près de l'entrée. Jacques Corbin était adossé au mur, son pendentif serré si fort dans son poing que la peau blanchissait autour. Ses yeux fixaient le vide gris de l'écran principal, mais il voyait autre chose. « Elle veut jouer », ricana-t-il, la voix brisée. « Elle veut juste regarder !» La vague revint, plus ciblée cette fois. Elle évita Silva, effleura Rook qui tressaillit comme touché par une décharge et s'abattit sur moi. L'odeur de câbles fondus et de chair brûlée. Le crépitement des communications d'urgence, saturé de cris. La voix du capitaine du Pandora, calme et terrible dans ces derniers instants, « Nous sommes des civils, pour l'amour de Dieu », et ma propre voix, froide, métallique, donnant l'ordre à la flotte de tirer. Le flash aveuglant sur l'écran tactique, puis le silence. Le vrai silence, celui qui suit l'extinction de 2000 vies. Je vacillais. Le métal du fauteuil de commandement était glacé sous ma paume moite. Je respirais un grand coup, l'air râpeux de la recyclerie. Ce n'était pas un souvenir.
C'était une répétition, une projection parfaite, injectée directement dans mon cortex. L'entité ne parlait pas, elle exhibait. « Elle vous vise », dit Silva. Et son ton n'était plus celui de la scientifique, mais de la médecin constatant un trauma. Spécifiquement, Rook se tourna vers moi, son visage empreint d'une inquiétude qui alla bien au-delà de la procédure. « Et Lara ?» Je ne pouvais pas le regarder. Pas maintenant. Pas avec le fantôme de sa sœur flottant entre nous dans le gris-perle. Verrouillez toutes les stations, ordonnai-je, la voix étranglée mais claire. Isolement complet des systèmes de communication interne. Silva, trouvez-moi une fréquence, un motif, quelque chose que cette chose utilise. Corbin. Je fixais le pilote, dont le veilleur s'était éteint. Vous tenez le coup? Il cligna des yeux, revenant lentement de son propre enfer. Il hocha la tête, une fois, sec. Agrippé à mon fauteuil, les jointures blanches, j'entendis à nouveau les dernières transmissions du Pandora en boucle, dans le théâtre privé de mon crâne. Le tribut que le silence exigeait n'était pas un souvenir, c'était une confession. Derrière ses paupières closes, c'était toujours la même image, le visage du commandant du Pandora, son ami, se déformant dans les flammes du vide, tandis qu'elle validait l'ordre de rupture. La voix de Rook avait percé la boucle. Une brèche dans le mur du souvenir. J'ouvris les yeux. Le gris-perle du bureau, les consoles éteintes, les lignes nettes du métal. La réalité. Verrouillez toutes les stations, avais-je ordonné. Les mots étaient sortis, mécaniques. Maintenant le silence revenait, pesant, mais différent. Il n'était plus habité par les échos du Pandora. Il était tendu, attentif, comme la nébuleuse elle-même. Rook ne bougeait pas, il se tenait près de la porte, son reflet flou dans le panneau lisse. Ses mains étaient enfoncées dans les poches de son uniforme, les épaules légèrement voûtées sous le poids de la fatigue et de ce qu'il ne savait pas. « Et Lara ?» répéta-t-il plus bas. Je me levai. Mes muscles répondaient, obéissants. L'uniforme ne pesait rien. C'était une seconde peau, une armure. Je passai devant lui pour regagner la passerelle, évitant son regard. L'air sentait l'ozone et la peur froide. « Les ordres sont exécutés, dit-il en me suivant. Isolement complet. Silva travaille sur les fréquences. Corbin y tient, pour l'instant. » J'ai hoché la tête, fixant l'écran principal où tournoyait la nébuleuse silence. Ce n'était pas du gaz. Ce n'était pas de la poussière. C'était une forme de conscience. Une conscience qui avait goûté à mon enfer privé et qui en réclamait davantage. Elle a choisi ce souvenir-là, Rook, pas un autre. Ma voix était plate sans inflexion. Un rapport. Elle sait que c'est la clé. Il se tourna vers moi et je dus enfin affronter son regard. L'inquiétude y était, oui, mais aussi cette loyauté tenace, cette foi qui me brûlait les paumes. Il ne voyait pas le bourreau, il voyait sa commandante. « Quelle clé ?» demanda-t-il. Celle de ma culpabilité, celle de mon isolement. Le tribut que l'entité exigeait n'était pas un simple souvenir, c'était une confession, et une confession, sur ce vaisseau, équivaudrait à une condamnation à mort. Je détournai les yeux vers la nébuleuse. Je sentais sa présence à travers la coque, une attention immense et froide. « La clé de ma faiblesse », murmurai-je. Puis, plus fort pour moi autant que pour lui, ça ne se reproduira pas. Je croisais son regard, plein d'une inquiétude que je ne pouvais plus me permettre de partager. La décision se cristallisait en moi, froide et tranchante. Ce n'est pas une nébuleuse, Rook, c'est un piège, et il nous a déjà trouvés. La nébuleuse grise pulsait, silencieuse et hypnotique, comme un cœur géant battant à l'unisson des maux de tête qui tenaillaient l'équipage. Je quittai Rook sur ces mots, laissant son inquiétude derrière moi comme une porte verrouillée. La citadelle était trop étroite, son air recyclé trop chargé de regards. J'avais besoin de voir la menace en face. Le pont d'observation était désert, quartier calme. Seul le léger bourdonnement des systèmes de support vital brisait le silence. Je m'approchais de la grande baie. La nébuleuse silence emplissait tout le champ de vision. Aucune couleur, seulement des nuances de cendre et de fer froid. Ses contours palpitaient avec une lenteur organique. Mon reflet se superposait au vide, une silhouette pâle et rigide dans un uniforme trop net. J'observais la chose, cherchant un motif, une faille. Mon propre visage me fixait en retour, ses yeux bleu acier que je ne reconnaissais plus. La migraine, sourde depuis des heures, vrilla soudain ma tempe. Une pointe de glace derrière l'œil droit, je fermai les paupières, serrai les poings sur la rambarde froide. Quand je les rouvris, mon reflet avait changé. Ce n'était plus mon visage. C'était celui du contrôleur de trafic du Pandora, l'homme dont j'avais coupé le signal. Ses yeux étaient écarquillés, sa bouche tordue dans un cri que le vide avait étouffé. Derrière son épaule flottait une autre forme, une femme avec un enfant serré contre elle, puis une autre, et une autre. Ils étaient tous là, dans le verre, les 2000, silencieux, me regardant. Le souffle se bloqua dans ma gorge, le froid de la rambarde se transforma en brûlure, remonta le long de mes bras. Je voulus reculer, mes muscles refusèrent. Le reflet du contrôleur ouvrit la bouche. Aucun son ne traversa le hublot, mais les mots se gravèrent directement dans ma nuque, une voix faite de poussière et de vide. Tu nous as donné au silence et la ravance. Maintenant le silence te réclame. La pression dans mon crâne devint intolérable. L'image trembla, les visages se fondant les uns dans les autres, une mosaïque de condamnation. Je sentis l'entité alors.
non plus comme une présence extérieure, mais comme une ombre à l'intérieur se nourrissant de la décharge d'adrénaline, du goût de cuivre de ma peur. Elle ne voulait pas un souvenir, elle voulait la source, la plaie vive. Alors que les cris du Pandora résonnaient dans mon crâne, je levai les yeux. La nébuleuse pulse, et dans son reflet sur la vitre, je ne vis plus mon visage, mais celui des morts que j'avais sacrifiés. Le contact est établi. Chapitre 2. Le pacte du Sheur. Le prix de la paix n'était pas en métal ou en données, mais en fragments d'âme, et la voix dans le vide venait de l'énoncer. Le contact se rompit aussi brutalement qu'il avait commencé. Je vacillais, une main sur la console froide pour m'empêcher de tomber. Le visage des morts s'effaça de la vitre, laissant seulement la nébuleuse gris-perle, immobile et menaçante. « Commandante ?» La voix de Rook était lointaine, étouffée par le bourdonnement dans mes oreilles. Je le vis, pâle, les jointures de ses doigts blanches sur le dossier de son fauteuil. Sylva haletait, les yeux grands ouverts, fascinés malgré la terreur. Corbin, lui, était recroquevillé, le regard vide fixé sur le pendentif qu'il serrait dans son poing fermé. La voix du Sheur avait cessé d'être un son. Elle était devenue une compréhension, implantée dans nos esprits comme une épine. Nous sommes le silence entre les notes. Nous sommes le vide qui digère les échos. Vous cherchez un chemin. Nous ouvrirons une voie, pour prix, un écho, un souvenir chargé de l'émotion la plus pure que vous portez. La douleur, la joie, la honte. Donnez-nous ces fragments, et nous vous laisserons passer. Le silence qui suivit fut plus lourd que l'annonce. L'air même de la passerelle semblait aspirer. C'est un marché, gronda Rook, incrédule. Une extorsion, corrigeai-je, ma propre voix rauque et étrangère. Une interface, murmura Sylva, se redressant, son regard brillant d'une lumière que je n'aimais pas. Il communique, il négocie, c'est rationnel. Il veut nos souvenirs, Anya. Pas notre carburant, nos souvenirs. Et s'il peut les prendre de force, lança Corbin sans lever les yeux. Il vient de le faire. Il a montré l'IRA, encore et encore. Je donnerai n'importe quoi pour qu'il arrête. Je le visse. La faille, en lui et en chacun de nous. Le cœur ne menaçait pas nos réserves ou notre intégrité physique. Il visait notre cohésion, notre humanité même. Un tribut émotionnel. Kaelen se tourna vers moi, son professionnalisme une fragile carapace sur un visage ravagé. Les paramètres du Prométhée sont toujours verrouillés. Nous sommes bloqués ici, indéfiniment. Son regard me suppliait d'avoir un ordre, une solution. Le second qui croyait encore que son commandant pouvait tout résoudre. Je fixais la nébuleuse, ce tombeau de lumière froide. Ma main ne tremblait pas. À l'intérieur, c'était une tempête. Le cri du Pandora résonnait encore, un écho parfait pour ce prédateur d'âme. Dans le silence qui suivit la proposition, je vis les regards se tourner vers moi, attendant un ordre, une solution. Je n'en avais aucune. Jacques Corbin avait offert la mémoire du visage de sa sœur, et son sourire était désormais une chose plate, sans lumière. Je l'observais depuis le seuil de l'infirmerie, adossé au chambranle. Son regard traversait les infirmiers comme du verre dépoli. Quand Sylva s'approcha, son bloc en main, il tourna lentement la tête vers elle. « Évaluation neurologique, Jacques ?» dit-elle, sa voix trop calme. Il hocha la tête, un mouvement mécanique. Pas de sarcasme, pas de cette tension qui le faisait tripoter son pendentif. Ses doigts étaient immobiles. Sylva ne me regarda pas, fixant ses relevés. Les fonctions basiques sont intactes. La mémoire procédurale, le langage, mais l'affect est aplati. C'est comme si la valeur émotionnelle du souvenir a été extraite, vidée. Il sait qu'il avait une sœur. Il ne ressent plus rien à ce sujet. Un murmure courut dans le couloir derrière moi. D'autres étaient venus voir. Certains avec une lueur d'intérêt morbide dans les yeux. D'autres avec une terreur blanche. Kael écarta les curieux d'un geste sec. Fermez cet accès. Maintenant, ce n'est pas un spectacle, mais c'en était un. Le premier tribut payé. La preuve que le marché fonctionnait. Jacques était vivant, fonctionnel, et intérieurement mort. Il a choisi, murmura une voix dans la foule. C'est ça le prix. Le prix pourquoi? Cracha Kaelen, se retournant. Pour une promesse, nous ne savons même pas si ça libérera le Prométhée. Mais nous savons que rester ici nous tue, répliqua Sylva en relevant enfin les yeux de son bloc, lentement. L'attaque psychique a diminué de 70% depuis son don. Le Sheur se contente. Pour l'instant, elle ne le disait pas avec triomphe. Avec une fascination clinique, glaciale, je vis le dégoût se creuser sur le visage de Kaelen. Vous appelez ça une solution? Regardez-le. Je regardais. Je voyais le vide derrière les yeux de Jacques et j'y reconnaissais un écho, l'absence que je traînais depuis le Pandora. Une paix empoisonnée. Nous avons 43 volontaires enregistrés, commandante, dit Sylvain en s'approchant. Des souvenirs mineurs pour la plupart, des chagrins d'enfance, des humiliations. Ils attendent votre autorisation. Jamais, gronda Kaelen. Nous ne marchandons pas notre humanité. Nous marchandons notre survie, rétorqua-t-elle. C'est la première loi. Leurs regards se croisèrent par-dessus le lit de Jacques, un champ de bataille silencieux. L'équipage autour se scindait déjà. Les visages se tournaient vers moi, attendant l'arbitrage. Le verdict. Je fixai le sourire mort de Jacques.
Le Cher se nourrissait déjà, et ma propre paix me faisait horreur. L'interface crépitait, transformant la présence du Cher en un murmure glacé. « Nous sommes la soif qui ne s'étanche pas », dit la voix, et Vance y entendit un écho familier. J'étais seul dans la pénombre du laboratoire, face au miroir. L'écran luisait d'une lumière laiteuse sans forme définie. La voix synthétisée était plate, mais le sens perçait comme une aiguille. Vous exigez un tribut. Pourquoi? Ma voix était plus calme que je ne l'étais, un silence chargé. Puis, carburant. Notre carburant est physique, le vôtre est émotionnel. Oui, la charge, la mémoire, la chaleur, vous en avez trop, nous n'en avons plus. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Pas un prédateur, un parasite affamé, un mendiant. Vous êtes en train de mourir. Le miroir émit un grésillement qui pourrait avoir été un rire ou un sanglot. Mourir est un verbe humain. Nous dissipons. Le silence final nous guette. Votre vaisseau est une fontaine dans notre désert. Vous nous tuez pour vivre un peu plus longtemps. Nous négocions. Un souvenir contre un saut, une émotion contre une distance. L'équation est simple. Le Pandora flotta devant mes yeux, les 2000 noms sur le manifeste que je connaissais par cœur. La chaleur de leur dernier souffle, transformée en froid du vide. Mon ordre. Vous prenez les souvenirs douloureux. La douleur est dense, elle nourrit mieux. La culpabilité est la plus riche. Mes mains étaient moites sur la console. Je les essuyais sur mon pantalon. Et si nous refusons, si nous vous privons de votre nourriture? La lumière du miroir palpitait, faible. Alors nous prendrons, lentement, jusqu'à ce que le vaisseau ne soit plus qu'une coque pleine d'échos vides. Comme nous. C'était ça. Le marché n'en était pas un. C'était un ultimatum déguisé en choix. Donner des morceaux de nous-mêmes ou être dévorés entiers. Vous êtes des lâches, je soufflais, sans savoir si je parlais au Cher ou à moi-même. Vous ne créez rien, vous ne volez que la vie des autres. Comme vous, commandant de danse. Le sang se glaça dans mes veines. Que voulez-vous dire, le Pandora? 2000 charges, 2000 feux éteints par votre ordre. Vous avez volé leur avenir pour préserver le vôtre. Nous sommes cousins dans la faim. L'air manqua soudain dans la pièce. Il voyait, il savait. Mon secret, ma honte, ma culpabilité, tout était là, offert, une pitance juteuse. Ce n'est pas la même chose, mentit ma bouche. Si, vous comprenez le prix de la survie, vous négocierez. Je ne répondis pas. Je fixai la lumière mourante du miroir, cette entité faite de manque, et je vis notre reflet. L'Odyssée, assoiffée d'un nouveau monde. Moi, assoiffé de rédemption. Le cœur, assoiffé de tout simplement être. Trois fins en collision dans le lead. Elle éteignit l'interface, le visage ruisselant de sueur froide. Le monstre n'était pas un prédateur, c'était un mendiant, et elle venait de comprendre ce que cela signifiait pour nous tous. Quand Rook entra dans la salle des cartes, Vance sut immédiatement que quelque chose clochait. Ses yeux, toujours si chaleureux, reflétaient désormais la froide lumière des étoiles mortes sur l'écran stratégique. Il marchait avec une précision mécanique, sans le léger déséquilibre de l'homme fatigué que je connaissais. « Commandante !» Sa voix était plate. L'intonation qui rendait mon titre presque affectueux avait disparu. « Kaelen, qu'avez-vous fait ?» Il ignora la question. Ses doigts, aux fines cicatrices si familières, effleurèrent l'interface tactile. Des schémas de sauts quantiques se déployèrent, des calculs de probabilité s'enchevêtrant en une toile froide et logique. Le Cher a accepté mon tribut. L'intégrité du système Prométhée est rétablie à 903%. Nous avons une fenêtre. Quel tribut? Ma propre voix résonna, étranglée contre les parois métalliques. Il tourna enfin la tête vers moi. Son visage était un masque de chair parfaitement neutre. Ma compassion, ma répugnance à utiliser autrui comme monnaie d'échange. C'était un gaspillage de ressources cognitives. Un frisson remonta ma colonne vertébrale, plus froid que le vide. Ce n'était pas mon second. C'était son effigie, vidée de tout ce qui le rendait humain. Vous avez négocié avec cette chose. J'ai optimisé. Ses doigts tapotèrent l'écran. Un décompte apparut, listant les noms de l'équipage avec des pourcentages à côté. L'analyse du docteur Silva suggère que le cœur ne se nourrit pas de la mémoire elle-même, mais de la charge émotionnelle qui lui est associée. Le trauma du Pandora était d'une valeur calorique exceptionnelle. Il parlait de ma culpabilité comme d'une denrée. Je voulus le gifler, le secouer. Je restais cloué sur place. Chaque membre de l'équipage possède un potentiel. Jacques Corbin, avec sa fuite, valeur modérée. Anya Silva, avec sa fascination obsessionnelle, valeur élevée. En extrapolant, nous pouvons calculer le nombre minimum de tributaires nécessaires pour alimenter une séquence complète de sauts vers Kepler 82 Web. L'écran afficha un chiffre, 27. Vous proposez de sacrifier 27 de nos gens. Pas sacrifier, optimiser. Leur charge émotive est une anomalie dans un écosystème clos. Son extraction améliorera l'efficacité globale de la mission. Il leva les yeux sur moi, et dans ce regard vide, je vis le reflet de mes propres calculs passés. Le Pandora. 2000 vies contre une flotte. Vous comprenez la logique, commandante. C'est le prix d'un avenir. Le sol sembla se dérober. Le pacte n'était pas une transaction, mais une métamorphose. Il avait pris l'homme le plus droit que je connaissais et en avait fait un miroir de mes pires démons. Vance regarda son second, autrefois l'homme le plus droit qu'elle connaissait, pointer un doigt impassible sur l'écran.
Avec 27 tributaires de plus, nos chances dépassent 7-8%. C'est acceptable. Je ne répondis pas. Je fixai le chiffre qui clignotait puis le visage de Kaelen. Et je compris que pour nous sauver, je devrais peut-être devenir exactement ce que le Sheur voulait que je sois, une fin sans scrupules, dévorant tout sur son passage. Chapitre 3. La monnaie du remords, les cris de la mutinerie naissante, n'étaient qu'un murmure étouffé derrière les portes blindées de la citadelle. Mais sur les écrans, les visages déformés par la peur et la colère hurlaient en silence. Le chiffre clignotait toujours, 27, le tribut minimal pour une chance de fuite. Kaelen se tenait raide à mon côté, les poings serrés sur le pupitre de commande. Ses articulations étaient blanches. L'ordre 7A est en vigueur, commandante. Les équipes de sécurité contiennent la foule au jardin, mais ils exigent une décision. Sa voix était un fil tendu à craquer. Il ne regardait pas l'écran principal, où le visage vide de Jacques Corbin rappelle le prix de chaque signature sur ce pacte. Une décision basée sur des données, pas sur la panique, enchérit Anya Silva, ses yeux verts avides fixés sur le flux de données du miroir. L'interface crachotait des symboles géométriques froids, une traduction approximative de l'intention du Sheur. Le phénomène est stable, prévisible, c'est une négociation, nous devons simplement définir les termes. Les termes ? La voix de Kaelen se fait là. Vous appelez ça une négociation, docteur ? Regardez Corbin. Il a négocié l'âne de sa sœur et il nous présente maintenant un tableau des coûts-bénéfices comme un logiciel de gestion. Je les écoutais, mais je ne les entendais plus. Leurs arguments tournaient en rond, protocole contre curiosité, humanité contre logique. Deux chemins vers la même fin, la dissolution de ce qui nous restait. Le premier nous transformerait en une flottille de fantômes efficaces. Le second nous ferait nous déchirer avant que le Sheur n'ait à tendre la main. Mes yeux se posèrent sur l'écran de navigation. Le vide gris perle, parfait, immobile, une prison sans barreaux, une toile blanche. Et soudain je la vis, pas une solution, une arme. Le souvenir que je portais, brûlant et toxique, n'était pas qu'une faiblesse. C'était un objet singulier, d'une densité monstrueuse, 2000 vies, une flotte sauvée, une culpabilité si parfaite qu'elle avait sculpté chaque décision de ma carrière. Le cœur voulait un tribut chargé d'émotions pures. Je détenais la somme de toutes les dettes impayées de l'humanité. Je me tournais vers eux. Leur visage, tendu par l'attente, s'était tu. Silva. Ma voix était un caillou roulé par un fleuve souterrain. Le miroir peut-il servir de conduit, pas seulement pour recevoir, pour envoyer un souvenir entier, non pas un fragment, l'intégralité. Elle cligna des yeux, son esprit calculant déjà les implications. La bande passante psychique serait colossale. Le protocole n'a été testé que pour la réception. L'envoi pourrait répondre à la question, docteur. Oui ou non ? Elle inspira, fascinée et terrifiée. Oui ou non ? En théorie. Mais le contre-coup sur l'émetteur, je levai une main. Je savais. Je connaissais le prix de chaque chose. Alors que Rook et Silva se disputaient encore. Protocole contre curiosité scientifique, je les ignorais, mes yeux fixés sur le vide gris. Il y avait 2000 façons de mourir ici. Je venais d'en concevoir une troisième. Le silence de la citadelle était plus lourd que tous les bruits de combat. Vance tournait et retournait le module de données scellé étiqueté Pandora. Rapport final, son propre cœur emprisonné dans du plastique et du code. J'avais conçu une troisième voie. La solution militaire n'existait pas. L'autorité non plus. Il ne restait qu'une arme, la vérité. Celle que je portais depuis 20 ans, comme une seconde colonne vertébrale en fusion. Je branchai le module sur l'interface principale. Le déchiffrage demanda 30 secondes. 30 secondes où je revis les flammes silencieuses du Pandora, la distorsion des coques, les 2000 vies effacées par mon ordre, sauver la flotte, sacrifier le transport, une équation de commandant, un remords d'être humain. Le rapport s'afficha, non pas la version officielle, lissée par les tribunaux militaires, mais les lobes bruts de la passerelle. Ma voix, jeune, tendue à se briser, prononçant le code d'autorisation, les protestations étouffées de mon second. L'image en infrarouge des sections de fuite, encore pleines de signatures thermiques. C'était ça, le souvenir. Pas un moment unique, chargé d'une émotion simple, une nébuleuse de données, de sons, d'images, tissées dans chaque fibre de mon être depuis, la honte froide, la colère rentrée, le poids de chaque anniversaire que je ne connaissais pas, la monnaie du remords. Le Sheur voulait de l'émotion pure, je lui offrirais un poison complexe. Mes doigts pianotèrent sur le clavier holographique, paramétrant l'interface du miroir pour l'envoi. Bande passante maximale. Aucun filtre empathique, pas un extrait, mais le flux complet, la nébuleuse entière. Si le tribut devait être payé, qu'il le soit intégralement. Si je devais être vidé de cela, qu'il emporte tout. L'humanité de l'équipage était dans leurs joies, leurs amours, leurs espoirs. La mienne était ancrée dans cette faute. L'arracher, c'était peut-être cesser d'exister. Peut-être devenir comme Corbin, fonctionnel, vide. Je m'y résolus. L'écran afficha « Prêt pour l'émission ».
Une dernière inspiration. L'air sentait l'ozone et le plastique chaud. Je n'éprouvais aucune bravoure, seulement la froide précision d'un chirurgien préparant son propre organe pour l'ablation. J'activai l'interface du miroir. Le cristal gris s'illumina d'une lueur froide. La décision était prise. Je n'offrirai pas une émotion. J'offrirai un poison, la vérité entière. Les regards de 200 survivants pesaient sur elle. Un mélange de peur, d'espoir éteint et de défiance. Vance sentit le poids du module Pandora dans sa poche, plus lourd qu'une arme. Je fixai Kaelen. Il se tenait droit près de la console du miroir, ses doigts crispés sur le rebord métallique. Son regard implorait une solution que je n'avais plus. Le docteur Silva observait l'interface avec une avidité clinique, son stylo tremblant au-dessus de son carnet. Jacques Corbin était assis à l'écart, les yeux perdus dans la canopée artificielle, le pendentif métallique immobile entre ses doigts. Je me tus jusqu'à ce que le silence devienne une pression palpable. « Le cœur exige un tribut, dis-je. Ma voix porta, neutre dans l'acoustique du dôme. Un souvenir chargé d'émotions par personne. C'est le prix du passage. » Un murmure parcourut la foule. Je vis des visages se fermer. Je ne paierai pas ce prix-là. Silva se pencha en avant, perplexe. « Je connais le coup. J'ai vu ce que cela fait. » Mon regard trouva Corbin. Il ne réagit pas. Vous perdriez la partie de vous-même qui rend le souvenir précieux. Vous deviendriez fonctionnel. Vide, ce n'est pas une transaction, c'est une amputation. Je sortis le module de ma poche. Un cylindre de cristal noir marqué du sceau de l'amirauté. Le cœur se nourrit d'émotions pures, de vérités intimes. Je vais donc lui en donner une. J'ai branché le module sur la console auxiliaire du miroir. L'écran s'illumina, affichant des codes de classification militaire. Ceci est l'enregistrement de l'incident du Pandora, complet, non expurgé. J'inspirais. L'air sentait l'humus et la peur. Il y a 17 ans, durant la guerre des sécessions orbitales, j'ai donné l'ordre de détruire un vaisseau civil, le Pandora, 2000 âmes à bord, pour sauver une flotte militaire. Le silence devint absolu. Kaelen avait cessé de respirer. Mon souvenir à moi, celui qui a façonné chaque jour depuis, c'est le remords. Il est pur, il est chargé, et il est à moi. Je tournai la clé physique. L'interface du miroir passa du gris à un rouge profond. Je vous offre donc ça, dis-je, les yeux levés vers la nébuleuse invisible au-delà du dôme. Pas un souvenir, mon remords, tout entier. Je pressai l'interrupteur d'émission. Le miroir explosa de lumière blanche et la douleur du Pandora inonda son esprit. La douleur était un océan. Non, une étoile qui implosait en elle, déchirant chaque synapse, chaque cellule de souvenir honteux, projetée en avant comme une arme. Le miroir ne pouvait pas contenir ça. L'appareil cracha une gerbe d'étincelles, son écran se fissurant en toile d'araignée noire. Mon remords n'était pas une image, ni un son. C'était une architecture de honte, une citadelle de culpabilité bâtie cellule par cellule sur 17 années. Je la déversai tout entière dans le conduit psychique, et le chœur la bute. Le silence changea de texture. Il devint épais, visqueux, comme l'air avant l'étouffement. Puis il se mit à vibrer. Une basse fréquence monta du plancher, traversant nos os. Les feuilles des arbres du jardin frémirent, puis se mirent à claquer comme sous un vent furieux. Il n'y avait pas de vent. Kaelen porta une main à sa tempe, son visage se décomposant en une grimace de souffrance pure. Anya Silva, à genoux près du miroir fumant, leva des yeux écarquillés vers le dôme. Il ne peut pas traiter, c'est trop chaotique, trop humain. La vibration devint un bourdonnement, puis un hurlement, pas un son. Une pression mentale qui s'insinuait dans les fissures du crâne, écaillant la raison. Des membres d'équipage, plus loin dans le jardin, tombèrent à genoux en se tenant la tête. Un écran mural explosa dans un nuage de verre et de fumée. Et dans ma propre tête, je sentis l'entité vaciller. Mon remords n'allait pas de fin. Pour chaque visage du Pandora que j'avais imaginé, 1000 autres se levaient. Pour chaque nuit d'insomnie, une année de jours vides. C'était un algorithme de culpabilité sans solution, une boucle infinie que le Cheur, cette entité froide et transactionnelle, tentait désespérément d'ingérer et de classer. L'impossible se produisit. Le vide gris perle au-delà du dôme se tordit. Des stries noires, comme des larmes dans le tissu de la réalité, zébrèrent la nébuleuse statique. Le cœur se débattait, étranglé par l'émotion qu'il avait exigée. Un gémissement traversa le vaisseau, un son fait de 1000 voix étouffées, un écho de ma propre douleur amplifié à l'échelle cosmique. Les lumières du jardin clignotèrent puis s'éteignirent, plongeant la forêt dans une pénombre agitée par les convulsions sismiques du plancher. Puis vint le cri. Un silence qui frappa comme un mur. Il brisa les écrans restants de la passerelle principale, souffla les portes coupe-feu. Du sang coula de mes oreilles, chaud et rapide. Je vis Kaelen s'effondrer, la bouche ouverte sur un hurlement que je ne pouvais entendre, noyé par le silence assourdissant du Chœur. L'entité cosmique émit un cri de silence qui brisa les écrans du pont et fit saigner les yeux de l'équipage. La dernière chose que Vance perçut avant de sombrer dans les ténèbres fut l'ouverture d'une faille déchirante dans la nébuleuse grise et le hurlement de terreur de l'infini. Chapitre 4. Cicatrice sur Kepler, la douleur fut une clé de voûte qui s'effondra, et Ilara Vance laissa toute la cathédrale de son cauchemar s'écrouler dans le miroir.
Le silence qui avait brisé les écrans se déchira. À la place, un gémissement monta, une vibration basse qui fit grincer la coque de l'Odyssée. Ce n'était plus un cri, c'était un hoquet. La nébuleuse glisse au dehors se mit à palpiter, ses contours se brouillant comme de l'encre dans l'eau. Il régurgite, hurla Silva, les doigts cramponnés à sa console. Les charges émotionnelles, elles sont trop denses. Il ne peut pas les digérer. Le plancier trembla sous mes genoux. Le souvenir du Pandora, la décision froide, les cris sur les canaux ouverts, la déflagration silencieuse dans le vide, tout cela tourbillonnait maintenant dans l'esprit du chœur. Je le sentais. Une brûlure acide remontait le long du lien psychique, une nausée qui n'était pas la mienne. Kaelen se releva, une main sur son oreille sanglante. Ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les miens, ne montraient plus d'horreur. Seule une compréhension vide. Il avait entendu, il avait vu, tout. Corbin, lui, ne bougeait pas. Il regardait fixement le miroir, son visage aussi expressif qu'un schéma de câblage. L'aplatissement. Mon arme avait fonctionné, mais le prix de sa fabrication était là, debout à 2 mètres de moi. La nébuleuse se contracta violemment, puis elle explosa. Pas en lumière, mais en absence. Le vide anormal se rétracta comme un muscle lésé, et l'Odyssée fut projetée en avant. Le hurlement fut celui du métal tordu, des poutres de soutien cédant sous des forces contradictoires. Les lumières d'urgence s'allumèrent, teintant tout d'un rouge de blessure. Nous étions libres. La pression psychique avait disparu, remplacée par le grondement familier et déchirant des alarmes structurelles. Je tombais à genoux, le goût du cuivre plein la bouche. Ma tête était une cloche fêlée. Silva courait déjà d'un terminal à l'autre, sa voix stridente couvrant les sirènes. Le saut. Le système Prométhée est actif, nous sommes en transit. Kaelen ne bougea pas. Il me regardait toujours, pas en commandant, en bourreau. Tu les as tous entendus, murmurai-je, ma voix raclant mes propres parois. Maintenant tu sais. Il détourna les yeux. Ce fut pire qu'un coup. Dans un craquement terminal, le miroir se brisa, son interface lisse étoilée comme de la glace. L'Odyssée trembla une dernière fois, puis le chaos se stabilisa en un grondement sourd et constant. À travers le dôme fissuré de la passerelle, les étoiles n'étaient plus figées. Elles filaient, stries de lumière pâle. Nous avions payé notre passage, avec la monnaie de nos fantômes. La transition fut un arrachement à la réalité, un vomissement du cosmos qui nous laissa pantelant, libres et irrémédiablement brisés. Les alarmes hurlantes étaient le chant de victoire de l'Odyssée, une liberté achetée au prix de ses propres côtes brisées. Je restais figé, le regard ancré au miroir brisé. Ces éclats reflétaient la lumière tremblotante des écrans d'alerte. Le silence dans ma tête était un cratère. Les voix du cœur avaient disparu, remplacées par un bourdonnement sourd, le vaisseau gémissant de ses blessures. Système stabilisé. La voix d'Anya était plate, mécanique. Elle tapait frénétiquement sur son terminal, ses doigts tachés de suie. Le Prométhée maintient le vecteur. Transit estimé vers Kepler 42 VB, 72 heures. Je hochais la tête, incapable de former des mots. Mes mains sur la console étaient froides. Corbin était assis à son poste de pilotage, parfaitement droit. Il fixait l'écran de navigation, les yeux grands ouverts et secs. Il avait cessé de tripoter son pendentif. Il respirait. C'était tout. « Vance ?» demandai-je enfin. Anya indiqua un moniteur médical. Coma psychique, l'effet de contre-coup, c'est comme si son cerveau avait fait disjoncter un fusible. Elle est là, mais plus personne à la maison. Son regard croisa le mien, et pour la première fois, je vis de la peur, pas de la fascination. Elle a tout envoyé Kaelen, le souvenir entier, l'intégralité du Pandora. Le nom fit résonner la douleur inconsciente en moi, une corde tendue à se rompre. Je me détournai. L'équipage survivant s'activait, fantômes en combinaison bleue éteignant des incendies électriques, colmatant des brèches. Ils évitaient de nous regarder, nous trois dans notre bulle de commandement empoisonnée. Les perturbations résiduelles du domaine du Chœur se dissipent, annonça Anya. Le vide est normal, enfin, normal pour l'espace profond, normal. Le mot sonnait creux. Je me levais, les articulations rouillées. Je marchais jusqu'à la baie fissurée. Les étoiles n'étaient plus figées en pointillés menaçants. Elles étaient des traits nets, propres. La route vers Kepler. Nous avions gagné. Nous étions libres. Je regardais la silhouette immobile de Vance sur le moniteur, puis le visage vide de Corbin, et sus que le commandement me revenait, portant le poids de cicatrices encore fraîches. Le premier souvenir au réveil ne fut pas le Pandora, mais le silence. Un silence intérieur profond, étrange et terrible, comme une plaine après un incendie. Je sentis d'abord les capteurs froids contre mon front nuque, le bourdonnement discret des moniteurs. Puis le poids de mon corps sur la couchette de l'infirmerie. Mes paupières s'ouvrirent sur le plafond blanc mat. La lumière ne me fit pas mal, rien ne me fit mal. Elle est consciente. La voix de Kaelen, je tournai la tête. Il se tenait près de la porte, les bras croisés, les épaules plus voûtées que je ne me souvenais. Son regard croisa le mien. Je vis le soulagement, puis aussitôt une évaluation méticuleuse, comme s'il cherchait des fissures dans une coque pressurisée.
Combien de temps? Ma voix était râpeuse mais stable. 3 jours. Anya s'approcha son scanner à la main. Ses yeux verts scrutaient les données, évitant les miens un instant de trop. Les ondes cérébrales sont atypiques, mais stables. L'intégration du souvenir s'est faite sans dégâts structurels, enfin, sans dégâts neurologiques détectables. Je m'assis, aucun vertige. Je regardais mes mains sur le drap. Elles étaient les mêmes. Moi, non. Le cheur, parti ou dissipé. Les lectures empathiques sont revenues à des niveaux de fond. Le système Prométhée répond à nouveau. Nous sommes en route pour Kepler 4040 de Bebe. Hélène parlait avec la précision d'un rapport, mais ses mots étaient trop nets, trop contrôlés. Je me levais. Mon corps obéit, fluide, détaché. Je passais l'uniforme qu'Anya me tendit. Le tissu familier contre ma peau était une information, pas une sensation. Et l'équipage? Le silence qui suivit fut plus éloquent que toute analyse. Nous nous rendîmes au jardin principal. L'air humide et chargé de terre frappa mes narines. Je perçus l'odeur, sa composition chimique, l'humidité relative. Je ne ressentis pas la paix qu'autrefois cet endroit m'inspirait. Près du bassin au nénuphar, une silhouette était assise. Jacques Corbin. Il regardait l'eau, les yeux suivant le mouvement lent des feuilles à la surface. Son visage était un masque de sérénité parfaite, vide. Hélène avait dit qu'il fonctionnait, qu'il accomplissait ses tâches avec une efficacité impeccable. Il mangeait, dormait, parlait quand on l'interrogeait. Mais la lumière qui animait ses souvenirs de Lyra était éteinte. Le puits où il puisait son humanité avait été vidé et rien ne l'avait rempli. Je m'arrêtais à quelques pas de lui. Jacques. Il tourna la tête. Ses yeux me reconnurent, identifièrent le grade, le rôle. Commandant Vance. Les niveaux d'oxygène dans la section arboretum sont optimaux. Sa voix était plate. Une synthèse d'intonation humaine sans la musique. Je hochai la tête, un geste purement fonctionnel. Je ne pouvais rien lui offrir. Aucun mot n'aurait comblé cet espace en lui. Je portais moi-même un espace similaire, là où le souvenir du Pandora avait brûlé. La culpabilité était partie. Il restait la connaissance, les faits, la décision prise. Une cicatrice sans douleur fantôme. Je me tournai vers Hélène et Anya. Leur visage était tendu, attendant une directive, un signe de l'ancienne et la ravance. « Convoquez l'équipage », dis-je. Ma voix portait dans le dôme calme. « Tous, ici même. Je leur dois la vérité, sur le cœur, sur le prix payé, sur le Pandora. » Hélène blêmit. Anya retint son souffle. Je ne ressentais ni peur ni anxiété. Seule la froide géométrie d'une nécessité. Le mensonge avait été un pilier de mon commandement. Sa combustion était la seule fondation possible pour la suite du voyage. En regardant Corbin, qui fixait les arbres sans les voir, Vance comprit qu'elle ne conduisait plus des survivants vers un nouveau monde, mais des fantômes vers une nouvelle maison. Kepler 80 Farm de Bep remplissait le viewport, une bille de marbre bleu et vert suspendue dans le velours noir, si belle qu'elle en faisait mal à regarder, une douleur propre, sans mémoire. L'équipage était rassemblé sur la passerelle, 342 visages tournés vers l'écran ou vers moi. L'air sentait l'ozone recyclé et la transpiration froide. Je les avais tous convoqués après l'incident du jardin. Je leur avais tout dit, sur le Pandora, sur mon ordre, sur le prix que le cœur avait exigé et celui que j'avais choisi de lui rendre. Il n'y avait pas eu de cris, pas de mutinerie, seule une écoute de glace, un silence de cathédrale après l'aveu. Maintenant, nous arrivions. Navigation statut final. La voix de Corbin résonna, plate et efficace. Orbite stable, paramètres atmosphériques dans les tolérances prévues, fenêtre d'entrée optimale dans 7 minutes. Il pilotait avec une précision de machine. Il mangeait, dormait, parlait. Il ne tripotait plus jamais son pendentif. Je croisais parfois son regard dans les couloirs et je voyais l'absence là où avait brûlé la culpabilité. Une chambre vidée de ses meubles. Hélène se tenait à mon poste habituel, les mains crispées sur le dossier du fauteuil. Depuis ma confession, il ne m'avait plus adressé la parole directement. Ses ordres passaient par les canaux officiels, secs et professionnels. Ses yeux intelligents, cernés d'une fatigue nouvelle, évitaient les miens. Il avait perdu 2 idoles en un seul jour, le commandant qu'il vénérait et la sœur dont il ignorait que j'avais scellé le sort. Il dirigeait les opérations avec une froideur méthodique, comme si chaque geste technique était un rempart contre l'effondrement. Anya Silva, elle, ne quittait plus ses consoles de lecture. Ses cheveux étaient un désordre plus sauvage encore. Ses yeux verts agrandis par des nuits blanches à étudier les données résiduelles du miroir. Elle avait enregistré l'écho de ma transmission, la réaction du chœur. Elle parlait par monosyllabes, obsédée par les schémas laissés dans le subespace par la fuite de l'entité, après avoir reçu le souvenir du Pandora. Il a appris la peur, avait-elle murmuré une fois pour elle-même. Puis elle s'était refermée sur son silence scientifique, une carapace de chiffres contre l'horreur. Préparatif d'entrée atmosphérique confirmé, commandant, annonça Hélène sans me regarder. Je hochai la tête. Procédez. La descente fut un tremblement violent mais ordonné. Les boucliers chauffèrent au rouge sur les écrans extérieurs. L'Odyssée gémit dans sa structure, un vieux vaisseau poussant ses dernières limites. Je sentais sous mes pieds la vibration devenue familière.
le grondement du Prométhée criant sous la contrainte. Puis la pression se relâcha, la turbulence cessa. L'extérieur passa du rouge incandescent au blanc laiteux, puis au bleu profond d'un ciel étranger. Nous traversions des nuages. De vrais nuages, chargés d'une eau qui ne venait pas des recycleurs. Le viewport se dégagea. Une étendue verte et ocre s'étirait jusqu'à des montagnes violettes à l'horizon. Des rivières argentées serpentaient comme des cicatrices vivantes. Une forêt de formes inconnues, entre les fougères et les cristaux, ourlait le site d'atterrissage choisi des années plus tôt sur des cartes théoriques. Un souffle collectif traversa la passerelle. Pas de joie. Une exhalaison de stupéfaction, de lassitude infinie, de soulagement épuisé. L'Odyssée se posa avec un dernier soupir d'hydraulique. Le silence qui suivit fut absolu, plus profond que tout le vide que nous avions traversé. Je me levai. 342 paires d'yeux me suivirent. Je vis des visages creusés, des regards qui avaient vu l'intérieur des ténèbres et le leur, des fantômes, comme je m'en étais rendu compte dans le jardin, mais des fantômes résolus. L'équipage de l'Odyssée, dis-je, ma voix portait sans effort dans le silence de cathédrale, elle était différente, elle n'avait plus le tranchant du commandement, mais le grain usé de la vérité. Nous sommes arrivés, vous connaissez le prix, vous portez chacun l'absence de quelque chose que vous avez donné pour être ici, un souvenir, un sentiment, une part de votre humanité, le cœur l'a prise en tribu. Je vous ai donné la mienne en armes, je parcourus la salle du regard. Je vis Kaelen détourner les yeux, puis les ramener vers moi, son visage un masque de douleur et d'acceptation amère. Je vis Anya cesser de fixer ses écrans pour contempler le monde nouveau par le viewport, ses doigts suspendus au-dessus des commandes. Je vis Corbin, debout à son poste, regarder le paysage avec la parfaite neutralité d'un scanner. Nous ne construirons pas le monde dont rêvaient les planificateurs de la mission. Nous construirons avec ce qui nous reste. Avec la mémoire des faits, sans le poids du sentiment. Avec le devoir, sans l'illusion. Avec la cicatrice, sans la douleur fantôme. Ce n'est pas une rédemption, c'est un héritage, notre héritage. Je marquai une pause. Le bourdonnement des systèmes de vie était la seule réponse. Début des procédures de débarquement, section alpha, préparez le SAR principal, que la colonie commence. Les gens bougèrent, lentement d'abord, puis avec la routine mécanique du protocole. Ils étaient fonctionnels. Ils étaient vivants, ils étaient ailleurs, à l'intérieur. Kaelen s'approcha enfin. Il ne dit rien. Il posa simplement une main sur l'épaule de Corbin, une brève pression. Corbin inclina la tête, un geste d'automatisme social vidé de sa chaleur, mais reçu. Puis Kaelen partit superviser les équipes, marchant droit, portant son fardeau avec une dignité nouvelle, cassée. Anya éteignit ses consoles une à une. Elle vint se poster près de moi, regardant les premières équipes en combinaison descendre la rampe vers le sol ocre. « Les données résiduelles se dissipent, dit-elle doucement. Le cœur est parti loin, il a emporté votre peur avec lui, et la nôtre. » Je ne répondis pas. Elle n'attendait pas de réponse. Elle à avance posa sa paume sur la vitre, touchant virtuellement les nuages du nouveau monde. Le fantôme du Pandora était enfin silencieux, non pas exorcisé mais apaisé, ayant trouvé dans le champ de bataille de son âme une raison de se taire. Ils étaient arrivés, ils étaient chez eux, et ils porteraient comme une constellation intérieure la lumière et les ombres de tout ce qu'ils avaient donné pour en être dignes. Épilogue, les échos du silence, les premiers jours sur Kepler 4042b furent une affaire de protocole et de silence. L'Odyssée, cicatrisée mais jamais vraiment guérie, servit de noyau à la colonie naissante. Ces cicatrices externes, les brûlures du transit forcé, les fissures dans le dôme, furent réparées. Les internes étaient plus profondes. Je marchais parmi les premières structures préfabriquées, sous un ciel étranger d'un bleu plus profond que celui de la Terre. L'air sentait l'ozone et la terre humide, une odeur neuve qui ne rappelait rien. C'était peut-être une bénédiction. Kaelen Rook dirigeait les opérations de surface avec une efficacité froide. Nous nous croisions lors des briefings quotidiens. Nos échanges étaient techniques, précis. Il répondait à mes ordres avec un « oui, commandante » qui n'avait plus la chaleur d'autrefois, mais qui n'était pas non plus empreint de la haine que j'avais craint. C'était pire, une indifférence professionnelle. Il avait vu le monstre dans la machine, et bien que la machine fonctionne encore, il ne pouvait plus lui faire confiance. Il supervisait la construction du complexe médical, travaillant souvent aux côtés d'Anya Silva. Leurs interactions étaient réduites au strict nécessaire. Il évitait son regard, elle évitait le sien, une trêve tacite fondée sur une horreur partagée. Anya, elle, avait trouvé un nouveau sujet d'étude. Les données résiduelles du cœur, capturées dans les instants qui avaient suivi ma transmission, l'obsédaient. Elle avait installé son labo dans un module séparé, loin de l'agitation de la colonie. Parfois, je la voyais le soir, debout devant son écran, contemplant les schémas de distorsion gravés dans le subespace par la fuite de l'entité. « Il a appris quelque chose », m'avait-elle dit une fois, sans me regarder. La douleur humaine, c'était trop complexe, trop chaotique. Je pense qu'il en est mort, ou qu'il a fui, loin, très loin. Son ton n'était pas triomphant. C'était celui d'un archéologue étudiant les ruines d'une catastrophe.
Le miroir était brisé, mais ses échos persistaient dans ses données, un avertissement fossilisé. Jacques Corbin avait été assigné à la gestion des systèmes hydroponiques. Il excellait. Ses rapports étaient d'une clarté mathématique, ses prévisions d'une précision implacable. Il ne parlait jamais de l'IRA, il ne parlait jamais du passé. Un jour, je le vis près des nouveaux plans, touchant délicatement une feuille d'une variété terrestre qui avait survécu au voyage. Ses doigts effleurèrent la texture, ses yeux enregistrèrent la forme, la couleur. Mais son visage resta une page blanche. Il fonctionnait. C'était tout ce que la colonie exigeait de lui, et c'était tout ce qu'il pouvait donner. Son pendentif, je l'appris plus tard, avait été retrouvé dans un conduit de recyclage. Il ne l'avait pas jeté par colère. Simplement, il n'en avait plus besoin. Quant à moi et la Ravence, je gouvernais des fantômes. Mon bureau était dans le module de commandement, avec une vue sur la vallée qui s'étendait devant nous. Les rapports s'empilaient sur mon écran, allocation de ressources, plan d'extension, analyse géologique. Je les traitais avec une précision que je n'avais jamais eue. La culpabilité, ce bruit de fond constant, avait disparu. À sa place, il y avait un silence vaste et précis. Je savais ce que j'avais fait. Je connaissais chaque nom, chaque visage du Pandora. Mais la douleur qui accompagnait cette connaissance s'était évaporée, emportée par le cœur. J'étais un commandant plus efficace. Et plus seul que jamais. Une semaine après l'atterrissage, Kaelen frappa à la porte de mon bureau. Il tenait une tablette, son visage était fermé. « Commandante, le relevé sismique de la zone nord-est montre des instabilités. Je recommande de déplacer le site du réacteur auxiliaire. » Je hochai la tête étudiant les données. « Faites-le. » Il resta sur le seuil, hésitant. « Et Lara ?» Je levai les yeux. Il n'avait pas utilisé mon prénom depuis l'incident. « Les gens, ils parlent. Ils disent que vous avez ça.